Culture Soccer. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Culture Soccer, le podcast hebdomadaire. Aujourd'hui, Adi Raphaël, le rédacteur en chef de Culture Soccer, toujours présent. Et je suis rejoint par Antoine Latran. Antoine Latran, salut, comment ça va? Salut Adi, ça va très très bien, un plaisir d'être sur ce podcast comme d'habitude. Exactement, comme d'habitude, parce qu'il y a des choses qui ont changé au sein de Culture Soccer. Malheureusement, Antoine a décidé de ne plus être rédacteur en chef de Culture Soccer. Donc, il sera rédacteur. Vous l'écouterez quand même sur des podcasts. Il sera là de temps en temps, même peut-être aussi souvent qu'avant. Mais par contre, à cause de ses obligations personnelles et professionnelles, il avait plus trop de temps pour s'occuper du site autant qu'il le faisait avant. Je veux juste te remercier pour tout ce que tu as fait en tant que rédacteur en chef. Puis j'espère te voir avec nous pendant des années et des années parce que on adore travailler ensemble. Enfin, moi, j'adore travailler avec toi. Je sais pas si toi, tu aimes travailler avec moi, mais moi, j'aime travailler avec toi. C'est assez réciproque et franchement, c'était très cool, 2 années super cool à la direction et de toute manière, on reste là. Voilà, il y a encore des articles qui sont en préparation ou qui sont déjà prêts d'ailleurs et je serai toujours là quand il faut parler un petit peu, que ce soit de la MLS, des divisions inférieures, de la sélection américaine. Voilà, je serai toujours sur le podcast pour défendre tout ça. Parfait. Ben écoute, on est content de pouvoir encore compter sur ton expertise et bien évidemment sur tes super articles. Des articles que t'en lances assez souvent. Je vous conseille d'aller voir les articles sur culturesoccer.com. Pas juste ceux d'Antoine, mais il y en a plusieurs. Tous nos rédacteurs travaillent très très fort pour vous offrir du contenu de qualité. En dernier, il y a eu un article sur la NWSL de Elodie Touzé. Je vous le conseille très fortement. Mais revenons à nos moutons. Le podcast de cette semaine où on va parler bien évidemment de MLS. On va parler de MLS, des matchs, mais on va surtout aussi parler de l'actualité autour de la Ligue. Il y a eu un gros boom ces derniers jours, ça fait à peu près une semaine maintenant, une semaine ou 10 jours. C'est un joueur de RSL, Nedim Onyoa, j'ai du mal à dire son nom, désolé, qui, lors de son podcast, a mentionné que il a accusé en fait le propriétaire du Real Salt Lake de commentaires racistes et de commentaires sexistes. Et à partir de là, les choses ont découlé. Il y a eu aussi un gros article sur The Athletic aussi qui est sorti. Je sais pas si tu veux nous en parler, toi, Antoine, un peu de ce qui est sorti exactement à The Athletic. Même avant l'article et les commentaires du joueur, c'est surtout le fait que le lendemain du match RSL contre, il me semble, non, c'est peut-être pas le LFC, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais un match qui a été reporté juste après la mort les coups de feu dans le dos de Jacob Blake. Vraiment le lendemain, la plupart des matchs ont été annulés en MLS, excepté Nashville-Orlando, parce qu'ils n'ont pas vraiment eu le temps de se coordonner avec le reste des équipes, mais sinon toutes les équipes ont décidé de ne pas jouer ces matchs. Donc je suis en train de chercher contre qui RSL jouait exactement, mais je ne trouve plus. Mais en tout cas, oui, la RSL a décidé de ne pas jouer son match, et le lendemain, c'est le propriétaire de RSL qui s'appelle Dale Hansen, qui a dit à la radio que ça ne donnait pas vraiment envie d'investir plus dans l'équipe, ce genre de comportement. Donc il n'était pas du tout solidaire avec l'action des joueurs. Et c'est là où ça a découlé. En fait, ça a ouvert un peu la boîte de Pandore. Et après, il y a eu des articles, en effet, dans The Athletic, qui disaient notamment que l'ambiance était très toxique autour de tout ce groupe du Real Salt Lake, qui est aussi une franchise en USL, les Real Monarchs, et puis une franchise en NWSL, donc chez les filles. Et ça a créé vraiment un problème ces remarques ont été reprises par beaucoup de monde, critiquées notamment par Josie Altidore, par Chris Wondolski, par Bob Bradley, l'entraîneur de la LFC. Et ça a poussé Dale Hansen à vendre sa franchise, à vendre tout son groupe avec les 3 franchises, pardon. Et certains disent qu'il le vend parce que de toute manière, en fait, en MLS, il y a une règle, si 75% des propriétaires de franchises veulent que tu partes, tu es obligé de vendre. Et apparemment, ça allait de toute manière, à cause de ses propos, et de tout ce qui a été révélé après, ça allait être fait. Et il a préféré vendre avant peut-être de se faire retirer par le board des propriétaires de MLS. Donc voilà, c'est surtout ce gros problème, c'est le propriétaire, Dale Hansen, et un peu le remue-ménage qui se passe du côté de Salt Lake City.
Exactement, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui sont sorties après coup, et c'est quand même assez bizarre de voir ça en 2020 aussi ouvertement. Il paraît que la culture de l'entreprise de RSL, que ce soit au sein du Real Salt Lake ou même au sein des Monarchs ou même des Utah Royals, qui est la franchise NWSL, il paraît que c'était vraiment toxique. C'était basé sur, et c'est drôle parce que lui, Hansen, il est rentré, il est devenu en fait propriétaire minoritaire en 2009. Puis après, il a pris contrôle de l'équipe en janvier 2013. Et en fait, avant, RSL, c'était considéré comme selon les propos d'une employée qui est restée anonyme et selon un article de ESPN, elle disait que avant, RSL, c'était vraiment un tout, et on avait l'impression de travailler pour pour une entreprise qui voulait qu'on soit unis. Et une fois que Hansen est arrivé, la culture de l'entreprise a changé, puis ça avait que tout allait indiquer vers une entreprise du jeu, comme si c'était Hansen qui était en contrôle de tout, un peu comme une sorte de monarchie. C'était devenu vraiment extrêmement toxique. Il y a plein de choses. Après, on a parlé aussi le CBO, donc Chief Business Officer, Andrew Carroll, qui aussi qui encourageait ce genre de culture-là. On l'a vu par exemple engager une femme à un poste sans avoir les qualifications. Puis quelques jours plus tard, ils les ont trouvés en train de s'amuser dans un des bureaux. Donc il y avait cette culture-là qui était vraiment très toxique. Il y a aussi eu d'autres choses, comme par exemple une journaliste qui couvrait l'équipe pendant à peu près 6 mois, qui à un moment on lui a dit t'as pas le droit de rire, t'as pas le droit de t'habiller très sexy, parce que sinon tu vas vraiment les joueurs vont pas être concentrés, tu vas vraiment les distraire. Et de plus, le fameux photoshoot aussi qui a été fait des Utah Royals, l'équipe de NWSL. Pour ceux qui veulent comprendre c'est quoi les Utah Royals, il y a de très bonnes joueuses là-dedans. Il y avait même des championnes du monde là-dedans. Par contre, Andrew Carroll, donc bien évidemment avec l'appui de Hansen, a dit que il a choisi les joueuses les plus sexy, et il n'a pas voulu choisir les joueuses championnes du monde parce qu'il les trouvait pas assez belles. Donc, ce qui est quand même très très grave, parce que tu n'es pas en train de faire je sais pas moi, tu n'es pas en train de faire un défilé de mode, mais tu es en train de promouvoir une équipe de soccer, et ça n'a pas trop marché, ça a l'air au sein de cette entreprise-là. Oui, et puis c'est dommage parce que c'est horrible ce qu'il a fait, et c'est dommage parce que ça met terme d'un projet qui avait bien commencé pourtant. Vraiment, le Real Salt Lake, c'est pas la franchise la plus connue parce que le marché est pas forcément énorme, et niveau succès, c'est pas la franchise qui empile les records, mais c'est une franchise qui est souvent nommée comme étant celle qui marche le mieux. Elle a une très bonne académie. Il a dépensé plus de 75 millions de dollars dans cette académie qui est vraiment toute neuve, une des meilleures. Le centre d'entraînement aussi incroyable à Salt Lake City. L'a sauvé. Enfin, quand il a repris les Royals, c'était un moment où la NWSL allait vraiment pas très bien, et il a réussi à remettre pas mal de cash dedans. Mais après, en fait, une fois que tout ça a été fait, depuis justement, tu disais 2015-2016, du côté des filles ou du côté des mecs, ça commence. Le modèle de Dale Williamson a commencé à être de plus en plus mauvais, notamment avec Carroll. Et c'est un peu inéluctable qu'ils partent. Et c'est dommage parce qu'il a vraiment ce rêve de faire rentrer le soccer comme le sport le plus important en Utah, et il a réussi à faire du très bon travail jusque-là. Mais oui, il avait une personnalité qui était très problématique. Et apparemment, dans un autre article de The Athletic, il y a Sam Sketchall, qui est un peu un des reporters stars de la MLS, qui travaillait avant avec la MLS, puis maintenant à The Athletic. Et il a travaillé pendant quelques années au service presse du Real Salt Lake, et il disait que voilà, c'était un comportement qu'en fait de nombreuses personnes connaissaient, mais sans avoir rien dit, parce que la culture d'entreprise, parce qu'il fallait se faire, etc. Mais que c'était un secret de polichinelle qui allait sortir un jour ou l'autre, et voilà, c'est le cas. Maintenant, il faut voir un petit peu comment ça va être pris, toute cette équipe. J'ai vu qu'il y avait notamment le propriétaire des Utah Jazz en NBA qui est intéressé, mais
il faut voir s'ils vont reprendre tout. Est-ce que parce que le modèle, par exemple, franchise USL MLS du Real Salt Lake est très bon. Ils font un excellent boulot pour ce qui est d'avoir les jeunes, d'abord avec l'académie, puis avec le Real Salt Lake. Donc, est-ce que les nouveaux repreneurs vont vouloir conserver ce modèle? Est-ce qu'ils vont continuer à avoir une équipe USL qui est autant performante? Est-ce qu'ils voudront de l'équipe NWSL, parce qu'il est possible qu'ils la vendent séparément à un autre groupe. Donc, il y a beaucoup de questions sur le soccer en Utah qui va devoir un petit peu se trouver dans un nouvel investisseur dans les prochains mois. Ouais, c'est ça. Et tu as mentionné le capital que le club va devoir vendre, enfin que Hansen va devoir vendre. Il y a pas seulement les franchises de USL et la franchise de MLS, mais bien évidemment aussi la franchise de la NWSL et aussi le stade, parce que le stade appartient aussi à la franchise. Donc Rio Tinto Stadium, qui est quand même un bon petit stade, qui est pas désuet du tout. Hein. C'est vraiment un beau stade. Puis d'un autre côté aussi, tu n'as pas vraiment énormément de support. Tu n'as pas beaucoup de personnes qui supportent l'équipe. Par contre, c'est des gens extrêmement fidèles là-bas. Donc, c'est vraiment 15 000 à peu près personnes qui sont là à peu près à chaque match en moyenne. Ils sont tout le temps là, c'est à peu près les mêmes personnes. C'est vraiment une communauté qui est vraiment derrière son équipe. Et écoute, c'est une équipe, comme tu l'as dit, qui marchait bien parce que grâce à ses produits de l'académie, à son travail derrière avec l'académie, c'est pas une équipe qui veut venir et qui allait t'acheter des David Beckham là. Non, c'était plus une équipe qui formait leurs propres joueurs, qui allait amener des joueurs un peu inconnus comme Damir Kreilach ou à un moment donné Dojkal, comment il s'appelait, Rusnak qui est encore là. Donc bref, c'est une très très belle équipe, c'est un bon modèle de franchise. Curieux de voir ce qui va se passer par rapport aux nouveaux investisseurs qui va prendre en charge ce dossier-là. Il y a même José Altidore qui a dit moi et un certain groupe d'investisseurs, on est prêt à venir prendre la franchise. Bon, il faudra qu'il prenne sa retraite avant, je suppose. Donc bref, ça va être assez intéressant. D'un autre côté, bien évidemment, à cause de l'investigation qui est en cours, j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner, ou bien est-ce qu'on va jamais rien entendre, puis ça va être réglé à l'amiable, sans vraiment, on sait pas. On a hâte de voir si jamais ça va sortir au grand jour ou non. Mais d'un autre côté, ce qui s'est passé maintenant, c'est que c'est John Kimball, l'un des anciens dirigeants, un des dirigeants à avoir fondé le Real Salt Lake, qui est revenu maintenant pour s'occuper du poste de président par intérim. Donc ça va être assez intéressant parce qu'il a beaucoup d'expérience lui aussi. On s'entend que le Real Salt Lake, c'est quand même l'équipe qui en 2012 avait fait une finale de Ligue des Champions CONCACAF, faut pas l'oublier. Donc c'était pas non plus une petite équipe avec John Kimball à sa tête. Donc bref, assez intéressant. On vous gardera au courant de ce qui se passe au fur et à mesure qu'on en sait plus, bien évidemment. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet, toi, Antoine. Ouais, juste que vraiment, qui que ce soit qui la reprenne, c'est un club qui a tout, en fait. C'est ça qui est très cool. Le groupe d'investisseurs a très peu d'investissement à faire parce que le centre d'entraînement est impec. Le stade, comme tu l'as dit, il est superbe. Il y a un stade de USL qui est aussi totalement prêt. Totalement fait, et il y a très peu d'investissement à mettre si ce n'est que racheter le tout parce qu'il y a du très bon travail qui a été fait ces 10 dernières années, et donc j'ai hâte de voir qui va reprendre, et je pense que le projet restera le même. Salt Lake City reste un marché plutôt petit, et tout ce qui a été fait autour de l'académie est bien fait, en tout cas ce qui est de l'équipe MLS, mais c'est un achat sûr, quoi. Tu vas pas racheter un truc pour devoir tout refaire comme le Chicago Fire a été racheté récemment, et là il y avait énormément de travail. Pour ce qui est du Real Salt Lake, il y a vraiment, à mon avis, ils travailleront dans la continuité. Tu es gentil, Antoine, quand tu dis il y avait énormément de travail au Fire, parce qu'il y en a encore beaucoup à faire. Donc, c'est clair. Non, mais juste pour revenir un peu, parce que j'ai donné une information erronée, c'est par rapport au Real Salt Lake, la finaliste de la CONCACAF Champions League en 2011 et non pas en 2012. Excusez-moi de l'erreur. Aussi, il faut pas oublier que avant, c'est drôle parce que depuis que Hansen est là, les seuls titres ou bien même finales que l'équipe a faites étaient juste l'année où il a pris en charge le club, donc en 2013. Donc on peut pas vraiment dire que c'est grâce à lui. Donc si tu regardes un peu, MLS Cup en 2009. Finaliste en 2013 de la MLS Cup, finaliste de la US Open Cup aussi en 2013. Ils ont été deuxième au Supporter Shields en 2010,
Puis la finale, c'est ça, finaliste de la Champions League, CONCACAF Champions League en 2011. Donc tous ces résultats-là ont été faits avant Hansen ou bien l'année où Hansen a pris en charge le club. Donc oui, il y a peut-être un modèle qui est bon du côté de RSL maintenant, comme on l'a dit avec l'académie, ainsi de suite. Mais je pense qu'il manque un peu aussi de talent pour pouvoir aller un peu plus loin. Peut-être les joueurs désignés, on sait que c'est une équipe qui a très peu de joueurs désignés, et les joueurs désignés qu'elle a, c'est vraiment des joueurs désignés qui sont Johnson, pas... ouais. Ouais, c'est ça. Sam Johnson, tu viens de tout expliquer avec Sam Johnson. Mais bon, ils ont Albert Rusnak, qui est quand même un très très bon joueur désigné. Mais bon, entre Jason Ramirez, qui vient juste d'arriver, puis Sam Johnson, je suis sûr qu'on peut faire mieux. Donc bref, on verra la suite du côté de RSL. Sinon, et bien évidemment, sous John Kimball, et on va voir aussi qui seront les nouveaux investisseurs. Pour la suite de cet épisode, on va parler un peu des rumeurs, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs de transferts autour de la MLS maintenant, enfin partout dans le monde, mais nous on s'occupe de la MLS, donc il y en a beaucoup. En premier, une grosse bombe qui est sortie il y a 2 jours, je pense, si je ne me trompe pas, avec une offre de 18 millions d'euros faite pour Pity Martinez, ou 18 millions de dollars, pardon, un joueur qui a été acheté pour à peu près une quinzaine de millions de dollars, et qui n'a pas vraiment impressionné du côté d'Atlanta United, donc une offre en provenance de l'Arabie Saoudite. C'est quand même drôle de voir un joueur qui n'a pas vraiment impressionné, même si on le sait que c'est un très bon joueur, mais il n'a pas vraiment impressionné. Quand même qu'il y a la possibilité pour Atlanta de faire quand même une petite plus-value. Je trouve ça quand même assez intéressant. T'en penses quoi, toi, Antoine? Oui, je trouve que c'est vraiment... Enfin, Atlanta, ils sont tombés sur un gros coup de chance parce que c'est un joueur qui était bon, mais il n'était pas aussi bon que son statut de meilleur joueur sud-américain qu'il avait l'année de son transfert à Atlanta. L'a fait pressentir, quoi. On voyait que sur certains matchs, il avait des coups de génie, mais soit c'est le système de Frank de Boer, soit c'est les coéquipiers, soit c'est lui. Il n'a jamais réussi à devenir un des meilleurs joueurs de la ligue, ce qu'il était censé être, hein, parce que c'était le transfert le plus cher de la MLS à l'époque, et c'était le meilleur joueur d'Amérique du Sud, quoi. Donc c'est assez incroyable pour un club d'AMS d'être allé le chercher. Mais il y a un sentiment de gâchis, mais 18 millions, c'est énorme. Pour Atlanta, c'est vraiment le bon moment. Ils vont faire une plus-value, ils vont pouvoir. J'ai l'impression qu'à Atlanta, on change un petit peu de projet, surtout voilà, il y a eu beaucoup de turnover récemment, et on a vu que l'expérience Frank de Boer n'a pas marché, et apparemment Barco peut partir aussi, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais en tout cas Pity Martinez part, il était trop cher de toute façon pour les clubs européens, donc c'est compliqué de le voir partir en Europe. Il n'a pas de passeport en plus, contrairement à d'autres joueurs, donc il compte comme joueur extra-communautaire, donc les clubs européens peuvent pas l'acheter. L'Arabie Saoudite arrive vraiment, ça a été la seule destination peut-être où Atlanta aurait pu faire une plus-value. En plus, il n'est pas aussi jeune qu'Almiron. Il n'a pas montré autant de talent, donc les clubs européens n'auraient vraiment pas voulu. Je pense que voilà, s'il était à 7-8 millions d'euros, il aurait été vendu il y a longtemps, mais à 15, il fallait si Atlanta voulait le vendre, c'était maintenant ou jamais, avec cette offre de 18 millions. Voilà, c'est triste parce que pour lui, sa carrière, elle est sûrement déjà finie, quoi. Il reviendra peut-être en MLS dans 3-4 ans ou en Argentine, mais pas à ce même niveau d'argent et de compétition. Donc c'est dommage pour lui, mais Atlanta a eu énormément de chance. Et moi, si j'étais Atlanta, oui, je le laisse partir direct. Ouais, effectivement, écoute, ça a l'air. Ça a l'air, moi aussi, qu'il va s'en aller aussi. 18 millions de dollars. C'est bizarre parce qu'il y a plusieurs. Je pense que le monde a un peu de mal avec la conversion, pour te dire très franchement, parce que il y a certains qui disent 15 millions d'euros. Après, on me dit 18 millions de dollars américains. Je sais pas si c'est. Dans ma tête, ça semble un peu peu si c'est 15 millions d'euros. Je n'ai pas fait le taux de change, mais ils feront une plus-value, je pense. Ils feront une plus-value, ouais, une plus-value de pas beaucoup non plus, de peut-être 2-3 millions. Je pense pas que ce sera plus que ça. Mais par contre, c'est intéressant parce que Atlanta arrive à quand même se débarrasser d'un, je vais pas dire flop, mais presque un flop pour une plus-value. Donc c'est ça qu'il faut retenir là-dedans. Une plus-value qui peut être assez intéressante. Et moi, je trouve que, bon, si tu regardes un peu son âge, il a 27 ans, donc il n'est pas très jeune.
c'est sûr que si tu avais attendu un peu plus tard, là, tu n'aurais sûrement pas fait de l'argent. Donc, c'est quand même assez intelligent de la part d'Atlanta. Si ça arrive, ben, ça a l'air que c'est presque fait même, que ça devrait être officialisé la semaine prochaine. Donc, on attend voir, on reste à l'affût par rapport à ça. Tu as parlé aussi de la rumeur de, continuons un peu sur Atlanta, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs autour d'Atlanta à cause des mauvais résultats, à cause qu'il y a un changement de coach. Il y a plein de choses qui sont en train, beaucoup de rumeurs autour du club. Ezequiel Barco qui semble se diriger ou a eu un intérêt de la part de Séville. Alors bon, à prendre avec des pincettes, très, très sincèrement, parce que Séville, je vois pas pourquoi ils viendraient signer Barco. Ils ont quand même une très très bonne équipe, surtout sur les ailes. Après, bon, possible qu'ils pourraient avoir un peu pour la profondeur. Et puis Barco, quand tu parles de quelqu'un qui a pas été au niveau, quand tu parles de Martinez, Barco encore moins, à mon avis. Je trouve que c'est un joueur qui a été très décevant depuis qu'il est là. Il a été annoncé comme le nouveau Lionel Messi et tout le monde en Europe le voulait. Puis finalement, il a choisi Atlanta United et depuis qu'il est à Atlanta United, écoute, même Frank de Boer, mais même les autres entraîneurs, souvent, ils commencent les matchs sur le banc. Parce que il a comme, je pense, physiquement surtout tendance à pêcher dans le physique, à pas donner le même effort durant tout un match. Bon, il est jeune, il a 21 ans, donc peut-être qu'une équipe européenne pourrait voir une façon en se disant nous on va le former, on va lui donner un peu tous les outils pour devenir un joueur extraordinaire. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Antoine, cette info de Barco à Séville. Je pense que c'est Séville et Betis Séville, c'est les deux, si je me trompe pas. Je connais pas trop les effectifs de Séville et de Betis Séville, donc je pourrais pas dire si ils ont besoin d'un joueur comme lui ou pas, mais je suis moins déçu par Barco que Pity Martinez, parce que Pity a coûté 2 fois plus cher, et il est arrivé en étant le meilleur jeune d'Amérique du Sud. Donc Barco, c'était un jeune, et on s'entend que le mec est arrivé, je crois qu'il avait 18 ans, quelque chose comme ça, il a été payé 6-7 millions. Non, 15 millions. Ah, t'es sûr? Ouais, 15 millions. Ah ouais, je vois, ok. Moi, ce que j'ai vu, là, je vois 7 millions. C'est pour ça, il me semble que 15 millions, c'était Pity. Ouais. Non, 15 millions de dollars. Ok. Bon, dans ce cas-là, ouais, c'est un peu plus cher. Ouais. T'as déjà vu ça, mais ouais, et du coup, moi, il m'a moins déçu parce que Pity, il y avait vraiment une vraie hype parce que c'était censé être un super joueur, quoi. Alors que Barco, les jeunes, on sait que les jeunes, ça peut faire pchit, c'est moins des valeurs sûres. Donc, ouais, je vois 15 millions de dollars. Et ok, il était plus cher. Ouais, donc pour moi, c'était pas un mauvais joueur non plus. Il avait en effet des problèmes de physique. Il était moins compliqué. Mais après, Pity Martinez, lui, c'était vraiment en plus une grande gueule qui n'hésitait pas à critiquer Wedeber, alors que Barco, il a fait plutôt profil bas. Souvent blessé aussi. Franchement, si Atlanta, il peut faire une plus-value qu'ils vendent tout de suite. Atlanta, c'est vraiment cool. Là, ils ont l'occasion. Bon, ils avaient déjà vendu pas mal l'année dernière avec Leandro González-Pires, avec Julian Gressel, Villalba, etc. Là, ça serait pas mal de prendre un nouvel entraîneur qui a de l'ambition et de réussir à remplacer Pity et Barco par 2 joueurs désignés. Ils sont pas obligés de mettre autant d'argent. Je pense que pour moins cher, tu peux avoir des mecs peut-être, en plus dans le marché des transferts est un peu étrange en ce moment, tu peux avoir des bons talents. Joseph Martinez revient l'année prochaine et là, il peut y avoir l'opportunité de faire table rase à Atlanta et de reconstruire quelque chose d'encore plus fort. Donc, je suis Atlanta, je le vends directement. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Moi aussi, je vends directement. Par contre, je regarde un peu les dernières arrivées du côté d'Atlanta. Beaucoup de paris sur des joueurs qui étaient supposés exploser, mais finalement qui se sont pas développés comme il faut. On parle par exemple d'Eric Torres, Eric Hugo Torres, et qui était supposé être le prochain Chicharito à Javier Martinez, qui a quand même assez déçu, même que ce soit du côté de Houston. Bon, depuis qu'il est là, on a dit, il a fait 3 matchs, il a marqué encore aucun but avec Atlanta, sauf que bon, il est remuant, il est là, mais c'est pas non plus la signature du siècle. Il a maintenant 27 ans. Même chose pour Jürgen Damm.
Jürgen Damm aussi supposé être, tout le monde l'appelait le Lionel Messi mexicain. Finalement, bon, pas trop marché. Il a maintenant 27 ans. Du côté des Tigresses, il a joué quand même très longtemps en Tigresses, 6 ans en Tigresses. Puis il n'était pas titulaire indiscutable. Souvent, il commençait sur le banc. J'en ai parlé à une personne qui suit beaucoup la Liga MX, que vous avez sûrement entendu dans les podcasts MLS is Back, Alec Avendano, qui m'a dit que, écoute, ce joueur-là, il est vraiment très décevant pour les Mexicains. Pour eux, c'est un talent gâché. Puis là aussi, il vient de signer à Atlanta. T'as d'autres joueurs comme Emerson Hyndman, même s'il a été quand même bon. C'était supposé être la nouvelle star américaine. Bon, il a juste 24 ans encore, mais bon, finalement, sa carrière a pas vraiment décollé, que ce soit en Angleterre quand il était à Bournemouth, est prêté à plusieurs clubs. Finalement, là, il signe à Atlanta. Il a été bon, mais c'est pas non plus le niveau de Darlington Nagbe qu'ils ont vendu, par exemple. Donc, tu sais, c'est un peu ces choix-là de joueurs. Et je peux en nommer d'autres, comme Matheus Rossetto, le Brésilien, qui est un peu qui sert pas à grand chose, Fernando Meza en défense centrale. Bref, je sais pas, je trouve que ils ont perdu un peu ce flair qu'ils avaient avant quand ils ont recruté des joueurs comme Joseph Martinez, comme Miguel Almiron, comme Darlington Nagbe. On sent qu'ils ont perdu ce flair-là. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas si je suis d'accord parce que tous ces joueurs dont tu parles sont pas des joueurs désignés, donc. Hinman, il coûte pas grand chose dans mes souvenirs. Le Dame, c'est un pari, mais tu vois, un Quintero, c'était un peu le même genre de profil, un gars qui galérait en Liga MX, et puis en MLS, ça va. Donc je comprends, c'était pas un joueur désigné, donc Jürgen Damm, moi j'étais plutôt content de le voir. L'autre que tu as cité avant Damm, ah oui, Cubo Torres. Bon, il vient clairement pour remplacer Joseph Martinez pendant qu'il est blessé, mais je pense que dès que Martinez arrive, Torres il se retrouve sur le banc. Donc c'est pas des signatures qui sont faites pour devenir les stars de l'équipe. Là où il va falloir bien reprendre, c'est trouver deux mecs pour remplacer les deux spots de joueurs désignés qui vont être libres si Barco et Martinez partent, Pity Martinez. Et donc à ce niveau-là, je pense que dès que tu as trois gros leaders sur le terrain, un mec comme Hinman, il peut vraiment faire le travail. Franchement, cette équipe d'Atlanta, quand il est arrivé en MLS, Martinez il était sur le banc. Ils avaient recruté un mec, John, un gars de Championship, deuxième division, celui qui commençait au poste de numéro 9. Il a fait flop. Du temps que tu as 2-3 joueurs qui relèvent le tout, cette équipe d'Atlanta, elle peut marcher. Parce que les Meza, les Hinman, les Dames sont des joueurs qui sont bons en soi. C'est pas les top niveaux de MLS, mais en fait, il manque à cette équipe d'Atlanta un vrai talent. Enfin, il manque déjà Joseph Martinez et il manque un gars comme Almiron qui a vraiment fait tout le taf. Et donc, je pense que deux signatures de joueurs désignés qui sont bien faites et ça passe pour Atlanta. Tu as vu, c'est là où je suis pas trop d'accord avec toi parce que je trouve que les joueurs d'appui, tu as raison pour les joueurs désignés. Là, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut ce petit plus dans les joueurs désignés. Mais les joueurs d'appui, avant, dans le temps, tu avais González Pires, tu avais Darlington Nagbe, t'avais des joueurs, t'avais Gressel. Ça, c'est des joueurs qui étaient peut-être pas sur papier, étaient pas des joueurs désignés, mais auraient très bien pu être joueurs désignés. On n'aurait pas été choqués. Tandis que là, tu vois des joueurs qui sont pas joueurs désignés, qui sont un peu des flops quelque part dans leur pays ou qui ne sont jamais vraiment développés autant qu'on le voulait, puisqu'ils se retrouvent là. Est-ce qu'ils vont encore faire flop? Et jusqu'à maintenant, c'est ce qu'ils font. À part Hindman, que je trouve qu'il se débrouille bien, là. Mais le reste, c'est pas surprenant. Hein. C'est pas wow. Ça saute pas aux yeux. Ouais, Martinez, c'était un flop avant qu'il arrive. Et pour moi, des mecs comme Eric Remedi, Anthony Robinson, Brad Guzan, Escobar sont très bons dans un bon effectif de MLS. En fait, si tu vois, si tu regardes un 11 qu'ils mettent, si tu remets Joseph Martinez et tu mets deux joueurs désignés, je pense que le 11 est partant pour faire une très bonne saison à MLS. Après, il leur manque un peu de profondeur de banc. Mais sinon, je trouve que l'équipe, il manque juste trois postes. Il y a encore du recrutement à faire, hein, mais c'est pas aussi bon qu'il y a 2 ans, ça c'est clair. Mais ils ont eu des gros coups de chance sur des mecs comme Gressel qui venait de nulle part, ou Joseph Martinez qui était un flop jusque-là. Villalba était même pas joueur désigné, puis il est arrivé, puis c'était un joueur qui rentrait sur le banc, puis à n'importe quel moment, tu savais qu'il venait, quand il rentrait, t'avais aussi peur que quand quelqu'un sortait, parce que tu étais sûr qu'à n'importe quel moment, il pouvait venir marquer un but venu de nulle part. Donc, en théorie, là, ils ont Martinez et puis Cubo Torres sur le banc, donc c'est pas si mal non plus. Hein. Ouais, mais est-ce que c'est du même niveau que Villalba? Franchement, oui, Villalba était tout le temps blessé en plus. Là, il joue à peine avec Cincinnati.
Ouais, je sais pas. On verra, on verra qui de nous deux a raison, a tort, mais c'est intéressant parce que il y a les deux côtés on voit les deux côtés de la médaille. Moi, je suis pas très excité par l'effectif. Antoine trouve que l'effectif fait du sens, à part qu'il manque ces joueurs de Disney-là qui fassent la différence. C'est possible, écoute, on n'a pas la science infuse, mais je pense que c'est ça, c'est une belle discussion à avoir de ce point de vue-là. Aussi, on parle un peu des départs. Parlons un peu des rumeurs d'arrivée. On a parlé des rumeurs de départ, mais les rumeurs d'arrivée. On a entendu parler de Gonzalo Higuaín qui pourrait venir signer à Atlanta, mais où à l'Inter Miami. Tu penses quoi? Est-ce que ce serait un bon fit pour Atlanta ou est-ce que tu trouves que ce serait un bon fit plus pour l'Inter Miami? Je crois pas qu'il va signer à Atlanta parce que donc, en MLS, il y a les Discovery Rights, donc des droits que tu dois acquérir pour certaines grandes stars. Juste pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas, c'est en gros, chaque club a une liste de 7 noms tu mets des listes avec les stars européennes que tu aimerais avoir. Ça correspond pas aux géantes stars, donc pas Messi, Neymar, mais des mecs comme Higuaín y sont notamment, ou Drogba quand Chicago voulait le prendre et puis il était sur celle de Montréal. Enfin, non, c'est le contraire. Donc voilà, une règle étrange de la MLS. Et Higuaín, ses Discovery Rights étaient avec DC United, où joue notamment son frère. Et l'Inter Miami sont allés les acheter. Et donc je pense que Atlanta, il serait allé les acheter s'il avait envie. Et là, maintenant que c'est Miami qui les a, c'est carrément impossible, je pense, pour Atlanta de les reprendre. Parce que si Miami sont allés les chercher, c'est pour une raison. Et pour Miami, franchement, c'est cool. Parce que c'est ce qu'on attendait avec Matuidi qui arrive finalement en joueur TAM. Il restait une place de joueur désigné. Miami a besoin de renforts offensifs. Après, c'est vraiment que la MLS a changé aujourd'hui, hein, mais Higuaín, peut-être il y a 3 ans, j'aurais trouvé ça génial en MLS, genre incroyable. Là, en fait, ça me paraît logique qu'il finisse sa carrière en MLS parce qu'il galère un peu depuis quelques saisons. Et c'est un joueur qui est à 32-33, donc il est un peu plus vieux. Et voilà, il part en MLS, c'est normal en fait. Ça montre que la MLS a pas mal évolué, c'est que ça me surprend pas plus que ça. Et je pense qu'il réussira à Miami, il marquera des buts, mais ça sera pas un mec à la Robikin ou un gars qui va changer totalement le club, quoi, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, ben écoute, non, ce sera pas un club qui va changer le club. Et bon, il y a plusieurs rumeurs qui disent qu'il pourrait être à Atlanta, puis après Inter Miami. Même il y a la presse, je pense, italienne qui a dit que c'est fini, l'accord a été trouvé. Juste après, Jeff Carlisle de ESPN a dit que ils sont proches, mais l'accord n'est pas trouvé pour Higuaín. Par contre, je pense que c'est pas quelqu'un qui va venir. Je pense pas que c'est ce qu'Atlanta a besoin, parce que on l'a dit, Atlanta a besoin de se reconstruire. Par contre, pour une équipe comme Inter Miami, qui a quand même, je pense que c'est une équipe qui fait du sens sur papier, mais qui leur manque un peu cette présence en avant. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Hein. Gonzalo Higuaín, moi, je trouve que ça peut être intéressant. J'ai pas vu par rapport à ses droits. C'est sûr que la Discovery List, en tout cas, elle est pas officiellement, c'est pas une liste que vous pouvez aller voir et trouver en ligne. C'est quand même secret comme liste. Donc, il y a rien qui dit que effectivement l'Inter Miami a acquis les droits de Gonzalo Higuaín. Mais si c'est le cas, ça a l'air de ça. Puis ça a l'air qu'il est beaucoup plus proche maintenant de l'Inter Miami que d'Atlanta. Mais je trouve que ce serait une très bonne recrue pour l'Inter Miami avec les joueurs qu'ils ont, avec Pizarro qui est là en tant que remplaçant, tu as Carranza en tant qu'attaquant qui pourrait être le remplaçant de Higuaín. Il va pouvoir peut-être Higuaín faire une sorte de mentorat sur ce jeune Carranza qui a l'air assez bon. On a Pellegrini aussi qui est là en tant qu'ailier. Il y a ce qu'ils font en défense avec, on a parlé de González Pires qui était avant à Atlanta qui est là. Il y a ce qu'il faut, je pense, à l'Inter Miami pour être un bon fit pour Gonzalo Higuaín, selon moi. Ouais, je pense aussi, même si le problème de Miami, j'avais pas mal regardé ça en écrivant un article sur l'arrivée de Blaise Matuidi, c'est pas forcément de mettre les buts, c'est plutôt de les créer, les occasions. Je trouvais qu'il y a peu de, malgré les mecs comme Pizarro ou Lewis Morgan qui est vraiment très bon, je trouve, depuis qu'il arrive en MLS, il y a peu de création de buts et c'est peut-être ça plutôt le problème. Après, l'arrivée de Matuidi va vraiment aider à porter la balle vers l'avant, à libérer Pizarro de tâches défensives et là on va pouvoir en créer. Et pour le coup, Higuaín, il va les mettre au fond. Hein. Il va sûrement planter plus de 10 buts en arrivant dans sa première saison, là, pour la fin de saison, je pense. Et non, ce serait vraiment cool. Mais voilà, on entend les rumeurs qui arrivaient vraiment du côté de Miami. Il y avait Suarez qui était
peu probable, mais surtout il y avait James Rodriguez qui galérait vraiment à Madrid et qui a signé finalement à Everton. Et je suis assez déçu. J'aurais préféré 100 fois James Rodriguez, plus jeune, plus créateur justement, que Higuaín qui est plus vieux, mais c'est déjà pas mal Higuaín et ça fera du sens aussi dans ce marché très latino-américain de Miami. Donc pourquoi pas, mais hâte de le voir en MLS, ça va être sympa et j'espère qu'il va pas totalement prendre la place de Carranza qui est jeune et qui pourrait jouer aussi un peu en pointe. Ouais, effectivement, il a joué, il a marqué un super beau but il y a quelques temps avec une tête placée. J'adore les têtes placées, donc bref, j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Mais revenons un peu à ton article, parce que dans ton article, tu as dit que avec Blaise Matuidi, et tu l'as mentionné un peu plus tôt là, avec Blaise Matuidi, ça va libérer un peu des joueurs créatifs de leurs tâches défensives. Et c'est effectivement le cas. Parce que tu as deux joueurs quand même qui sont capables de créer, en fait, qui sont de très bons créateurs, qui sont Rodolfo Pizarro et Mathias Pellegrini du côté de l'Inter Miami. Et je pense qu'à ce moment-là, ce manque de créativité qu'on a vu dans les premiers matchs, là, avec l'apport de Matuidi, vont encore plus être développés. Mais en plus, tu auras au fond un attaquant expérimenté avec Higuaín pour les mettre au fond, en plus du petit jeune Carranza qui est là pour ramener un peu cette fougue qu'un Higuaín n'a peut-être plus. Donc, moi, je trouve que c'est un bon mix et je trouve que ça peut faire quand même assez mal. Après, bon, si jamais ils peuvent ajouter encore quelqu'un de créatif à côté, pourquoi pas? Mais je pense qu'ils ont ce qu'il faut. Après, n'oublie pas, t'as Nguyen, hein, t'as Lin Nguyen qui est là aussi, donc qui est très bon de côté créatif. Puis il y a ton meilleur joueur, le meilleur joueur de l'histoire de la MLS selon toi, Brek Shea aussi qui est là. Donc voilà. Mais Lewin est assez décevant. Pour le coup, c'est un de mes joueurs préférés depuis que je suis à MLS. Lewin, j'adore, mais il est assez décevant depuis qu'il est avec Miami. J'ai eu, je crois, 2 matchs avec lui dedans. Et j'étais assez déçu. Mais non, c'est clair que Pellegrini, Morgan et Pizarro, c'est pas mal pour donner des ballons. Donc j'espère, c'est une très belle équipe, franchement, avec aussi Leandro González-Pires qui arrive en défense. Très belle équipe qui a fait l'Inter Miami. Donc si c'est pas pour cette saison, à mon avis, l'année prochaine, ils seront vraiment stables après avoir appris à jouer ensemble. Et j'ai hâte de les voir évoluer avec Higuaín. Ouais. Parfait, ouais. Moi aussi, et je trouve que on a fait le tour du sujet de ce point de vue-là. Pardon, oui. Une dernière pensée pour Robbie Robinson, le jeune drafté qui avait commencé le premier match avec Miami, un attaquant de pointe qui avait l'air pas mauvais, même si très un peu bourrin. Mais une pensée pour lui, puisqu'il va du coup être relégué à la 3e place, alors qu'il avait quand même pas mal de minutes jusque-là. Et une pensée pour Florian Moget, qui l'aimait beaucoup, là, notre rédacteur collège soccer, puisqu'il était premier choisi de la draft par l'Inter Miami. Effectivement, et génération Adidas aussi, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi génération Adidas? Ça veut dire que son salaire ne compte pas dans la masse salariale parce que il a été choisi parmi 6 ou 7 joueurs, dépendamment de l'année, qui ont un peu un laissez-passer point de vue salarial. Donc, son salaire ne compte pas dans la masse salariale. Donc, très, très intéressant à avoir pour les équipes de MLS. Passons au prochain sujet. Je pense que c'est un peu le sujet, moi que j'avais vraiment envie d'explorer, non, je voulais vraiment en discuter, le renvoi de Chris Armas du côté des New York Red Bulls. En premier, est-ce que tu es choqué, Antoine? Un peu quand même. Ouais, je sais que ça allait pas très bien aux Red Bulls depuis un bail, mais c'est pas Chris Armas le problème. Tu en parleras aussi très bien. On en a parlé tellement de fois dans ce podcast. Chris Armas avait l'air de faire quand même du travail intéressant. Et en plus, c'est lui qui était assistant de Jesse Marsh avant, donc il connaissait vraiment les Red Bulls et New York. Donc ma première impression, c'était quand même d'être un peu choqué, surtout qu'il y avait. C'est pas comme si c'était la fin de la saison, quoi. C'était un peu précipité, j'ai l'impression. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Écoute, sincèrement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça dépend en fait de ce qui s'est passé en coulisses. Parce qu'on l'a dit plusieurs fois dans ce podcast-là, cette équipe des New York Red Bulls, si tu regardes sur papier les joueurs et ce qu'on a vu lors de la saison MLS, mais aussi lors du tournoi MLS is Back, cette équipe, elle fait peur à personne. Il n'y a pas de gros joueurs qui viennent et qui tu te dis waouh, lui il va être très bon. Tu as de bons jeunes joueurs et on a senti que ce côté un peu des Red Bulls de New York de se débarrasser de ses meilleurs joueurs d'année en année, je pense qu'il a atteint ses limites. Arrivé à un moment, il y a eu des investissements faits
mais les investissements n'ont pas encore porté leurs fruits. Je parle du Danois Mathias Jørgensen qui a été amené pour à peu près, qui est neuf, qui est jeune, qui a 19 ans, mais qui a été amené pour quoi, 4-5 millions d'euros, ouais. Ce qui est beaucoup pour eux. Ou bien tu as d'autres joueurs qui ont été achetés. Attends, j'essaie de trouver les noms là. Mais bon, bref, il y a d'autres joueurs qui ont été achetés, mais on n'a pas vu encore beaucoup de nouvelles choses du côté des Red Bulls. Donc, si jamais c'était la volonté de Chris Armas de se débarrasser de ces joueurs-là et de ramener ces autres joueurs-là, c'est sûr que à ce moment-là, je suis pas surpris de voir ça parce qu'en termes de qualité dans cet effectif-là, il y en a très peu. Il y en a vraiment très peu. Et c'est ça le problème. On a parlé de... toi, tu aimes beaucoup Florian Vallo, le Français, qui est quand même très, très bon, mais c'est quand même un joueur qui, ça fait 4 ans qu'il se blesse presque pour toute la saison, 3 ans qu'il se blesse. Mais quand il est sur le terrain, il est vraiment bon, mais ça suffit pas. Il est même pas joueur désigné. C'est qui les joueurs désignés? C'est qui est là pour vraiment... te faire ce petit coup et te donner un peu ce côté un peu dominant. Il y a plus personne. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais ouais, non, c'est la stratégie du New York Red Bull, c'est très étrange et je me demande vraiment ce que le groupe Red Bull veut en fait dans cette équipe. Depuis qu'ils sont là, enfin depuis qu'ils ont changé, ils ont switché le côté Thierry Henry, Rafa Marquez. Donc depuis 4-5 ans, ils ont vraiment fait émerger de nombreux jeunes joueurs. Mais finalement, à part le transfert de Tyler Adams à Salzbourg, il y a très peu de choses qui ont été conclues. On parlait beaucoup de Aaron Lang, le défenseur central, qui est vraiment un pilier de la sélection américaine et qui était un des meilleurs défenseurs de MLS il y a 1 ou 2 ans, qui a vraiment baissé de niveau. Ils avaient refusé une offre, je crois que c'était de la Première Ligue pour lui. Et donc c'est à se demander qu'est-ce qu'ils font avec cette équipe, parce que les joueurs formés finalement n'arrivent pas nulle part. Leipzig ou Salzbourg, les deux autres clubs de Red Bull vont pas vraiment aller chercher des jeunes de ce côté-là, donc c'est très étrange et c'est dommage pour la MLS d'avoir ce club qui est historique, qui était si important avec Thierry Henry notamment pour faire connaître la MLS et surtout dans une ville comme New York qui peine à vraiment attirer des foules, que ce soit New York City FC ou Red Bull, de pas avoir une meilleure stratégie. Et comme tu l'as dit, les joueurs sont pas assez bons et peut-être qu'il va falloir attendre 1 an ou 2 pour que les nouvelles recrues dont on parlait commencent à jouer ensemble. Mais pour moi, c'est pas assez. Et je me demande quel entraîneur. Est-ce qu'ils vont ramener quelqu'un du groupe Red Bull? Est-ce qu'ils vont ramener quelqu'un qui a un projet plus jeune? Je sais pas du tout. Mais Chris Armas, il faisait avec ce qu'il pouvait, quoi, le pauvre. Et il connaissait le club. Donc je suis assez déçu. Hein. Ouais, je suis assez déçu. Il faut pas oublier aussi que Chris Armas, c'est un énorme joueur. Hein. J'en avais parlé dans le 11 de légende de la MLS. C'était un très, très bon joueur international américain, très respecté. C'était un milieu défensif très combattant. Et là, je pense qu'il manque ce genre de joueur-là dans l'équipe. C'est bizarre. Ayant été lui un joueur de ce style-là, il manque un peu ce genre de joueur. Il manque de la qualité devant. Il manque beaucoup de choses. On regarde les joueurs désignés seulement. Kaku, donc Alejandro Gamara, qui est aussi un flop, qui est là, qui fait un bon match sur 10. Ouais. Lui, il est là. Et puis, tu as un autre joueur désigné qui est anglais, qui est Drew Yearwood, qui vient de signer, qui a 20 ans, qui est tout jeune. Qui n'a pas fait encore un seul match sous les couleurs des Red Bulls. Ça c'est les 2 joueurs désignés. Ils ont recruté en prêt Samuel Tété, le Ghanéen, qui a été très bon avec les Red Bulls Salzbourg en Europa League l'année passée. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Il n'a pas encore joué pour sa nouvelle équipe. Bref, là, il y a un gros chantier à faire du côté des Red Bulls. Puis c'est bien parce que ça va donner un peu de la marge de manœuvre au nouvel entraîneur de mettre en place sa philosophie. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que moi, si jamais je suis entraîneur, je trouve le projet intéressant parce que, il y a toute une structure qui est quand même très performante derrière, avec une très bonne académie, avec une deuxième équipe qui joue en USL, League One, qui est quand même USL Championship, pardon, qui est très performante d'habitude, même si maintenant ça va un peu moins bien. On en a parlé lors du dernier épisode. Donc, il y a ce qu'il faut pour un entraîneur pour trouver et construire quelque chose de très valable. Après, je pense pas que
que le modèle Red Bull va changer. Donc, je doute que Red Bull va commencer à mettre des 15 et des 20 millions sur des joueurs confirmés. Ce ne sera pas le cas. Par contre, il y a quelque chose à faire avec ces jeunes joueurs-là, en les encadrant avec des joueurs d'expérience qui ne sont pas spécialement des joueurs désignés et en amenant un peu ces petites pépites à maturité pour les faire exploser en MLS. Il y a la chance de le faire, je pense. Comme c'était le cas avant avec Kleshtan, avec Bradley Wright Phillips, avec Robles. Ouais. Non, ça n'a pas été continué. Et c'est très étrange qu'ils soient séparés sans cérémonie de ces stars un petit peu et ces personnes qui étaient adorées par les supporters. Donc, je suis très impatient de voir quelle va être la stratégie pour continuer du côté des New York Red Bull. Exact. En plus, il n'y a pas eu de grosses rumeurs, malheureusement, sur, bon, il faut dire que les rumeurs étaient beaucoup concentrées sur les gros joueurs qui viennent beaucoup plus que sur les entraîneurs et puis sur le gros scandale de RSL. Mais j'ai vraiment hâte de voir c'est qui va venir prendre la place, de Chris Armas. Et c'est drôle que ce soit. J'aime pas le timing aussi. Je suis d'accord avec toi, Antoine. Le timing était un peu bizarre de ce point de vue-là, parce que quand même, les Red Bulls sont pas complètement largués dans le classement. On va jeter un coup d'œil sur le classement un peu de l'Est et de l'Ouest. Dans l'Est, 7e sur 14. On sait que cette année, c'est sûr, lors à cause de la COVID, les qualifications vers les playoffs, il y a 10 clubs qui vont être qualifiés pour les playoffs du côté de l'Est. Et il y en a 8 du côté de l'Ouest. Donc, 7e sur 14, tu es dans les playoffs. Bon, tu as juste 2 points d'avance sur la 11e place. Mais n'empêche, tu es quand même en plein dans la course. Donc, c'était pas catastrophique. Je sais pas ce que tu en penses. Non, ils n'étaient pas si mauvais jusque-là. Mais il manquait de folie, quoi. On n'a pas vu aucun joueur qui était vraiment en train de se démarquer du côté des Red Bull. Donc, j'ai dit, le timing est extrêmement étrange. Pourquoi ils attendent pas un peu? Peut-être qu'ils ont un nom. Du coup, peut-être qu'ils ont déjà un contact avec un entraîneur. Mais s'ils en ont pas, c'est très étrange de finir la saison avec un entraîneur intérimaire alors qu'ils sont en play-off. Ouais, effectivement, c'est assez bizarre. Mais continuons un peu à regarder ce classement, Antoine, si tu le permets. On va rentrer un peu en détail dans ce classement-là, puis parler un peu de ces équipes-là. Écoute, si tu vois dans l'Est, Columbus est premier, suivi de Toronto, Orlando City, Philadelphie, l'Impact de Montréal dans les 5 premières positions de l'Est. Bon, derrière, tu as New York City FC, les Red Bulls, Revolution, Atlanta, DC United. Est-ce que tu es étonné par ce classement dans l'Est et si jamais je te demande de choisir l'équipe qui t'a le plus étonné de par sa position et son classement et de son jeu et l'équipe qui te déçoit le plus, toi, personnellement? Pour l'équipe qui me surprend le plus, je pense que personne en début de saison aurait pu dire que Orlando City allait vraiment autant marcher. C'est incroyable ce qu'ils ont fait pendant le tournoi MLS is Back et c'est incroyable qu'ils continuent à dérouler. Finalement, après ce tournoi, les joueurs sont toujours là. Les mecs comme les Moutinho, les Daryl Dike ou les Nani se débrouillent toujours bien. Ils ont emporté face à Orlando ou Nashville récemment. En plus, c'est un football offensif qui est beau. Pereira a vraiment fait du bon travail avec cet effectif. Donc Orlando City est pour moi du côté des bonnes surprises à l'Est. Et au côté des mauvaises surprises, c'est un peu plus compliqué. J'avoue que j'ai du mal à en choisir une parce que finalement, le dernier classement, l'Inter Miami, malgré des résultats contrastés, m'a pas forcément déçu plus que ça parce qu'il y avait des lacunes qui ont été compensées, il y a eu des blessés. Donc je ne vais pas le mettre dans les déceptions. Et puis quand tu regardes que ce soit DC, Cincinnati, Nashville ou Chicago, qui sont à peu près là où on pensait qu'ils allaient être cette année. Apparemment DC va peut-être signer un joueur désigné, même si c'est pas Higuaín, donc à voir. Mais non, j'ai très peu de déceptions. Qu'en est-il de toi? Écoute, je vais pas dire que c'est une surprise, mais je suis très impressionné par le crew de Columbus. Je savais que c'était une bonne équipe. Je savais que Caleb Porter est un très bon entraîneur et qu'il mettait en place quelque chose dès l'année passée avec la mauvaise saison de l'année passée. On savait que c'était une année de transition l'année passée. Par contre, je m'attendais pas à les voir les premiers dans l'Est, même les premiers en MLS. C'est eux maintenant ceux qui sont en place pour le Supporters Shield. Je m'attendais pas de passer à une équipe qui a pas fait les playoffs, à une équipe qui est
première de la MLS. Et pour moi, c'est ça qui me surprend, c'est les résultats qu'on voit, le jeu qui est employé. J'aime beaucoup ce que je vois. Pour ce qui est des déceptions, moi, j'ai une déception claire et nette, et je sais que notre ami Valdemas sera pas très content, mais le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, qui se retrouve à la 8e place. C'est sûr que c'est anecdotique parce qu'il y a très peu de matchs joués. On est juste à 9 matchs joués, donc tout peut changer d'ici les prochaines semaines. Mais je regarde un peu le Revolution, puis je suis pas impressionné parce que c'était une équipe qui était supposée se battre pour les 3 premières places dans l'Est, selon beaucoup de personnes, qui a quand même des joueurs quand même très, très intéressants avec Gustavo Bou, avec Carles Gil. Bon, il faut dire que Gil est blessé quand même. Mais n'empêche, je m'attendais pas à les voir aussi dans une aussi mauvaise posture que ça. Si tu regardes un peu les derniers résultats de l'équipe, défaite à domicile contre New York City FC, je vais en parler un peu plus tard. Match nul à domicile contre les Red Bulls. Après match nul à domicile Philadelphie. C'est pas si, je sais pas, c'est pas si reluisant que ça selon moi. Et je trouve que je m'attendais à beaucoup plus du côté de Révolution. Par contre, il y a 2 équipes que je pense sont pas à leur place et on va commencer à les voir beaucoup plus haut dans le classement. En premier, l'Inter Miami, qui est juste à 4 points, dernier de cette conférence Est. Par contre, c'est une équipe qui commence à surprendre parce que ils ont quand même remporté, je pense, un match. Ils ont eu un match nul et une victoire dans les derniers matchs. Donc, ça peut être intéressant de voir l'Inter Miami et je pense qu'ils vont un peu remonter la pente. Bon, ils ont perdu contre Nashville le dernier match, mais sauf qu'ils ont gagné contre Orlando City, qui est un gros club quand même. Donc, j'ai comme l'impression que quand ils perdent très peu. Donc, Nashville juste 1-0. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire le prochain match qui est bientôt. Donc, voir ce qu'ils vont être capables de faire, l'Inter Miami, s'ils vont pouvoir un peu remonter la pente. Ils ont perdu, je pense, contre Atlanta dernièrement. Bref, je pense qu'ils sont pas à leur place. Du côté de New York City FC, après un très mauvais départ cette année, ils se reprennent. Ils étaient même arrivés ils étaient derniers, hein. Ils étaient derniers de la conférence Est. Puis là, ils ont enchaîné les bons résultats. On a vu, par exemple, une victoire à New England de 2-0, une victoire contre Chicago de 3-1, une victoire contre Columbus de 1-0, trois victoires de suite. Et j'ai comme l'impression que ça va pas s'arrêter là, hein, parce qu'ils jouent DC United et Cincinnati juste après. Donc, ça m'étonnerait pas de voir New York City FC remonter le classement. Ouais, comme tu as dit, de toute façon, ça se joue en vraiment pas grand-chose, en fait. Hein, parce qu'il suit New England Revolution, ils sont quand même qu'à 4 points du top 4, quoi. Enfin, 5 points, donc dans 4, ça joue pas à grand-chose. Et ça va être intéressant de voir la course au play-off va être très compliquée à faire, vu qu'il y a peu de matchs cette année. Mais même l'Inter Miami, malgré, je suis d'accord avec toi, je pense qu'ils remonteront, mais ça va être très dur d'accrocher les playoffs vu le peu de nombre de matchs. Ils sont qu'à 4 points, donc ça va être assez compliqué. Mais du côté de l'Est, je suis assez d'accord avec tes choix en général. Parfait. Un petit mot sur l'Impact de Montréal qui a quand même remporté une victoire très, très précieuse sur le terrain de son rival, Toronto FC. Toronto FC qui était quand même premier de la MLS, qui était invaincu, je pense, depuis à peu près 18 matchs ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça faisait très longtemps qu'ils étaient pas battus, qu'ils n'avaient pas perdu. Puis l'Impact de Montréal est parti sur le terrain de son adversaire pour l'emporter 1-0. Une prestation très intéressante, non seulement sur le résultat, mais aussi dans le match où l'Impact était quand même assez bien en place. Je ne sais pas si tu as un mot à dire sur ce résultat de l'Impact de Montréal, Antoine. Non, pas trop. C'était correct comme match, c'est très bon. Pour moi, l'Impact de Montréal est quand même limité, je trouve, en termes de talent. Donc, je pense pas les voir jouer le top 3. Mais cette victoire contre Toronto était méritée. T'as raison. C'est cool de voir Henry commencer à avoir un petit peu une idée de ce qu'il va faire avec cet effectif, ce qui n'était pas trop le cas pendant la MLS 6 back. Et donc, félicitations à Montréal. Et Toronto, on peut parler du penalty si tu veux. Mais ils ont tenté une piresse Thierry Henry, là, comme le font de temps en temps ces attaquants, et ils ont voulu banner le rival. Je ferais pas ce geste perso si j'étais à 0-0, mais bon, ils l'ont tenté. Et, ils étaient à 1-0. Ils étaient à 1-0, ils perdaient déjà. C'est ça qui est encore pire. Ils perdaient dans le match, puis ils tentent ce geste-là. Et puis, moi, je veux dire chapeau à l'arbitre. Vraiment, chapeau à l'arbitre. Il y a beaucoup d'arbitres qui auraient peut-être eu peur
de tirer, de refuser ce penalty. Puis non, cet arbitre-là l'a refusé. Et il fallait le faire parce que effectivement, le joueur de Toronto était dans le demi-cercle, enfin le quart de cercle, au-dessus de la surface de réparation. Donc voilà, c'est logiquement refusé, très normal. Ouais, non, c'est normal, mais c'était assez drôle comme performance. Bah oui. Mais Bah oui. je m'inquiète pas plus que ça pour Toronto. Franchement, que ce soit Altidore, Piatti ou Pozuelo, ils ont du talent et je pense qu'ils iront loin cette année. Ouais, exactement. Et avec Akinola aussi devant, avec Osorio, il y a tout ce qu'il faut à Toronto pour être dans les meilleures équipes de la MLS et encore se battre de nouveau pour le titre. Pour ce qui est de la conférence Ouest, on a le Sporting Kansas City en première place, Seattle Sounders en deuxième, LAFC en troisième position, Minnesota, LA Galaxy, les Timbers de Portland, le Real Salt Lake, FC Dallas. Puis à la fin, on a le Dynamo de Houston, les Rapids, les Earthquakes et les Whitecaps. Pour toi, qui est la surprise et quelle est la déception pour toi, Antoine? Pour la surprise, Kansas City, forcément, je les attendais pas en première position, mais ils ont bien capitalisé sur des matchs un petit peu gagnés plus tôt cette année. Seattle, c'est très bien ce qu'ils font depuis le MLS is back. Ils avaient du mal et puis la victoire contre, ils se sont gagnés à Portland et LAFC, ce qui est quand même une grosse performance. Et après, c'est un classement très étrange parce que, en 2 points, on a 6 équipes. Donc, c'est encore plus serré qu'à l'Est. C'est dur de mettre une équipe au-dessus de l'autre. Finalement, au terme du jeu, quand même, le LAFC, c'est dommage. Les défaites, par exemple, face à Seattle, ils ont vraiment pas géré leur match et c'était assez décevant. Même, tu vois, Houston ont réussi à les battre récemment, il me semble 3-0. Donc, c'est des défaites qui normalement ne devraient pas arriver avec une équipe pareille, mais on voit que derrière, ça va pas du tout, notamment au poste de gardien. Je trouve que Vermeer est vraiment pas très bon depuis qu'il est à l'AFC. Il y a des erreurs bêtes. Donc voilà, pour moi, je mettrais les LAFC un peu comme la déception parce que c'est très compliqué, hein. Ils sont tous très serrés au niveau des points, mais c'est une équipe qui a beaucoup plus de mal que prévu. Et c'est dommage, j'espère qu'ils ne perdront pas d'ailleurs Rossi, qui déchue. Et je suis étonné, petit aparté, mais quand on a les transferts, transfert sur Barco, je ne comprends pas pourquoi personne se met sur Diego Rossi, qui est quand même, je trouve, bien meilleur. Donc assez déçu du côté du LAFC. Il va falloir se renforcer notamment devant, parce que Bradley Whitefield ne va pas pouvoir faire toute la saison tout seul. Et derrière, parce que défensivement, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi et je pense que le gros problème de LAFC, c'est le fait d'avoir perdu Walker Zimmerman en défense centrale. On voit que ça leur coûte beaucoup. Si tu regardes un peu juste les derniers matchs, les matchs depuis le retour au jeu du tournoi MLS is back, après le tournoi de MLS is back, LA Galaxy, leur rival, ils perdent à domicile 2-0. Le match contre les Sounders, ils perdent 3-1. Puis après, ils remportent contre San Jose une belle victoire de 5-1. Mais si tu regardes sur 3 matchs, tu as 6 buts encaissés. Sur 3 matchs. C'est énorme. C'est énorme pour une équipe qui aspire au titre. Et c'est ça qui est très, très, très dangereux. C'est que LAFC, selon moi, est vraiment pas une équipe qui est en train de se montrer comme un prétendant au titre cette année, en tout cas. On l'a dit, il y a des problèmes en défense centrale, beaucoup de problèmes en défense centrale. Il y a des problèmes aussi même du côté des latéraux. Il y a des problèmes même en tant qu'attaquant de pointe. Oui, ils ont gagné le dernier match 5-1 contre San Jose, mais qui va pas du tout bien, San Jose, maintenant. Mais même en attaque, à part Brady Wright Phillips, qui fait très bien, il n'y a pas grand monde. Donc, je sais pas. Vela n'est pas encore retourné. Je pense qu'il s'est reblessé maintenant, si je me trompe pas. Donc, c'est quand même assez bof du côté de l'AFC. Donc, je suis complètement d'accord avec toi sur le flop. Pour ce qui est du top, pour moi, et l'équipe qui m'impressionne un peu beaucoup, moi, c'est la capacité de voir Seattle reprendre un peu du poil de la bête après ce tournoi un peu décevant de MLS is back. J'ai comme l'impression que Seattle retrouve un peu son standing et parvient à montrer ce qu'elle est capable de faire. Donc moi, je suis impressionné par les Sounders de Seattle qui, je pense, pour beaucoup de monde, avaient été un peu dénigrés en disant « Ouais, c'est pas grave, ils vont arriver nulle part. » Non, ils sont là, ils sont bel et bien là, puis ils se débrouillent quand même assez bien.
Il leur manque encore quelques joueurs. J'espère qu'ils vont investir un peu. Je sais pas où tu penses qu'ils devraient investir en premier, Antoine? Pour moi, c'est pardon, derrière, notamment la charnière centrale. Les latéraux sont toujours aussi bons, Jermaine Jones et Lerdam, mais derrière, quand on a Shane O'Neill, j'aime bien Shane O'Neill, mais il est pas fou. Ouais, il est pas fou. Pour gagner, c'est bien pour être, pour enchaîner les matchs, mais pas pour gagner la MLS, je pense. Et Gomez se débrouille plutôt bien. Après, je sais qu'il est pas censé être titulaire, Shane O'Neill, parce que j'ai oublié son nom. C'est Andrade qui est Arriaga. Arriaga, pardon, c'est ça. Et Andrade, c'est Gomez, et ouais, Arriaga qui est censé être titulaire, mais il a eu plus de mal et il était blessé à un moment. Mais donc ouais, j'ai peu de confiance en Shane O'Neill. Mais ouais, le reste de cette équipe est incroyable et ça fait vraiment plaisir de voir Jordan Morris. Ça fait 1 an il est excellent partout, en équipe des États-Unis ou à Seattle. Il n'y a pas un mauvais match depuis très longtemps, même quand Seattle a du mal, Morris est à fond. Et João Paulo, la nouvelle recrue, s'intègre vraiment bien. Et ce qui fait plaisir, c'est de voir des mecs, on a nous, Tolo, on a Alex Roldan, Will Brun ou Buana, qui sortent du banc et à chaque fois font des super matchs. Même Will Brun, qui est revenu de blessure depuis très longtemps, fait plaisir. Et le dernier match contre le Salt Lake, c'était beaucoup plus compliqué. On a été sauvé par Stephen Fry de nombreuses fois. Mais ça fait partie d'une bonne équipe. Voilà, faut que le gardien soit présent lors des grands rendez-vous et c'est le cas. Donc non, c'est une très belle équipe. Il y a moyen que, ouais, pourquoi pas gagner le titre cette année. Franchement, ce serait pas mal. Il manque un défenseur, mais sinon, pour moi, c'est une équipe assez complète. Ben oui, c'est sûr que depuis qu'ils sont revenus, comme je l'ai dit, 3 victoires, 1 victoire contre le rival à Portland. Bon, vous allez me dire, il n'y a pas de supporters. Oui, mais n'empêche, il y a quand même un déplacement à faire pour Seattle, même s'il n'est pas très loin, mais quand même un déplacement à faire pour aller l'emporter 3-0 sur le terrain du rival. Victoire contre l'AFC 3-1, puis le match nul dont tu as parlé contre le Real Salt Lake. Donc, quand même assez bien. Après avoir, durant le tournoi MLS is Back, avoir eu du mal à battre San Jose, avoir eu du mal à battre Columbus, perdre contre Chicago, pour après se faire laminer par LAFC 4-1. Donc, tu vois un peu un gros contraste entre les résultats de Seattle dans le tournoi MLS is Back et les résultats de Seattle maintenant en saison régulière. C'est assez flagrant et je trouve ça quand même assez intéressant. Et je suis d'accord avec toi, il manque de la qualité en défense centrale, mais je trouve qu'il leur manque aussi encore un ailier, je pense, dans la rotation. Je trouve qu'il leur faut un ailier de plus. Oui, j'aime pas trop, je suis pas fan de Roldan en tant qu'ailier, très, très sincèrement, là, je suis pas du tout fan de Roldan en tant qu'ailier, je le préfère au milieu de terrain, personnellement, donc c'est mon point de vue, voilà, je trouve que sur les ailes, il manque quelque chose. Mais après, il va pas trop loin, ce qui est cool avec Roldan, c'est que, je pense que c'est assez compris que Maurice monte vraiment beaucoup à gauche, qu'à droite, Roldan reste un petit peu confiné, et il est bien aidé sur son aile par Lerdam, donc c'est un peu le style de Seattle, mais c'est vrai que c'est pas lui qui va créer le débordement à droite en faisant des dribbles fous, c'est clair. Exact, surtout que tu as perdu Victor Rodriguez, puis je sais pas, je pense qu'il a jamais été remplacé. Bon, il y a les petits jeunes, il y a Buana, il y a l'autre petit jeune, comment il s'appelle, petit jeune de 16 ans ou 17 ans là. Opeu. Donc bref, lui aussi est là. Bon, t'as Miguel Ibarra, mais qui déçoit depuis qu'il est à Seattle. Donc bref, je pense qu'il manque un peu cet ailier-là, mais bon. Sinon, voilà, je pense que ça va être tout pour notre podcast. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question à MLS. Antoine, merci beaucoup d'avoir été là. Ce fut un plaisir, Adi, et Marie, je trouve qu'on a vraiment fait le tour, donc c'était un plaisir. Merci beaucoup de ton invitation et merci beaucoup d'avoir géré ce podcast. Et j'espère que les auditeurs restaient un petit peu sur le site. On a un gros article sur la sélection américaine qui arrive, donc voilà, hâte de vous le faire découvrir. Effectivement, un très bel article sur la sélection américaine. Puis il y en aura d'autres, vous allez voir, il y a plusieurs articles qui sont en préparation. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager notre contenu, à en parler. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Culture Soccer.